Monsieur le Président, chers collègues, merci de m'associer à votre très belle initiative, votre très beau congrès. Toutes mes félicitations, je suis ravie d'être là. Et effectivement, je vais essayer de vous accompagner sur ce qui est l'exercice que nous faisons pratiquement tous les jours, qui est la question qui revient en permanence quand on prend en charge une maladie thromboembolique veineuse, qui est la durée du traitement. Et je peux vous dire qu'à peu près 80-85% des patients qui sont adressés à la consultation thrombose qu'on a mis en place maintenant il y a à peu près 5 ans dans le service, eh bien 80-85% des questions qui sont posées, c'est est-ce qu'on arrête ou on n'arrête pas? Donc on va essayer d'y aller ensemble. Alors, donc quand on initie un traitement anticoagulant, vous voyez une anticoagulation intensive au début, et bien forcément, quand on arrive à 3-6 mois de traitement, la question qu'on va se poser est pourquoi prolonger l'anticoagulation, pour qui, comment, en prenant en considération l'équation qui est que si je poursuis le traitement anticoagulant, j'expose mon patient au risque hémorragique. Si j'arrête le traitement anticoagulant, j'expose le patient à un risque de récidive thrombotique, et non seulement un risque de récidive thrombotique, mais une potentielle létalité de cette récidive thrombotique, bien évidemment avec une potentielle létalité de l'hémorragie. Et donc les questions, c'est les suivantes, c'est le risque de récidive au long cours et sa morbidité et le risque hémorragique au long cours et sa morbidité. Est-ce qu'on a des éléments performants pour vraiment identifier les patients chez lesquels on va pouvoir prendre une vraie décision d'arrêt ou de poursuite? Et enfin, l'efficacité et la sécurité à l'ère des AOD, de poursuivre ces AOD en full dose ou en demi-dose. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des datas suffisamment solides pour pouvoir avancer dans ce sens? Alors, je vais vous brosser un petit peu le terrain pour vous donner un certain nombre de, disons, vérités sur lesquelles on va se baser pour nous dire on va décider ou pas d'arrêter le traitement. D'abord, vous le voyez ici, quand c'est des études qui sont relativement anciennes, mais qu'on utilise clairement, c'est que quand on arrête les anticoagulants, eh ben, on expose le patient placebo à une proportion de thrombose qui n'est pas négligeable. Dans ces études anciennes, c'était AVK, et globalement, au bout de 2 ans, on est à peu près à 20% de récidive, surtout pour des thromboses non provoquées. Et quand les patients ont gardé la warfarine, eh ben, vous voyez que le risque d'hémorragie grave était de 3,8%, qui équivaut à 2% par an, qui est majoré maintenant par rapport aux équations qu'on va poser au fur et à mesure. L'autre vérité, je vous le disais clairement tout à l'heure, c'est que dans les différentes études, quand on a ce qu'on appelle un facteur de risque majeur qui était responsable de l'épisode thrombotique, eh bien, vous voyez que le risque de récidive n'est plus de 20% 10% par an, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais moins de 3% par an. Versus ce qu'on appelle les maladies thromboemboliques veineuses avec un risque non retrouvé, c'est-à-dire non provoqué, on ne retrouve pas l'étiologie, et dans quel cadre on est plutôt autour de 10% par an de risque de récidive. Donc vous voyez que ces deux, on va dire, groupes ne sont pas équivalents, et quand on a un risque de récidive qui est de moins de 3%, qui est inférieur au risque hémorragique, on va être tenté d'arrêter le traitement versus poursuivre le traitement dans l'autre groupe de maladies thromboemboliques veineuses non provoquées. Rapidement également, quand on a une récidive, qu'elle soit sur une thrombose provoquée ou une thrombose non provoquée, on augmente le risque de re-récidive, on va dire, qui a récidivé, re-récidivera. Et vous voyez qu'on passe surtout pour les patients qui ont une maladie thromboembolique veineuse non provoquée quand ils récidivent, et ce n'est pas 10% par an, on monte à 20% par an. Donc on est en train d'installer, si vous voulez, tous les éléments qui vont nous faire prendre justement cette décision. Autre élément, c'est que
eh ben, ce risque de récidive, il continue à augmenter. Et il ne s'arrête pas d'augmenter, on n'assiste pas à un vrai plateau en proprement parler, même si les récidives, elles sont essentiellement les 2, 3, 4 premières années. Mais vous voyez que sur 10 ans, on arrive jusqu'à 40-50% de récidive. Donc quelqu'un qui a une maladie thromboembolique veineuse non provoquée, on sait qu'à échéance de 5 à 10 ans, 1 sur 2 va récidiver. Est-ce qu'on est prêt à accepter ce risque de récidive versus le risque hémorragique dont on a parlé tout à l'heure sous AVK, qui est de 3 à 4% ou de 2% à peu près par an. Autre message qui est très important, qui est si on poursuit un petit peu plus que 6 mois le traitement anticoagulant et qu'on l'arrête au bout d'1 an, 18 mois ou 24 mois, est-ce que ça protège le patient? Les études ont été faites et les résultats, vous les connaissez parce que c'est un message qu'on a beaucoup véhiculé, qui est que le patient ait fait une TVP non provoquée ou une embolie pulmonaire non provoquée, eh ben, le fait d'allonger le traitement anticoagulant ne fait que retarder une récidive qui doit avoir lieu au moment où on va arrêter le traitement. Donc si vous arrêtez, vous le voyez sur les 2 courbes, ben, au moment où on arrête dès le départ, par exemple pour PADIS-EP, eh ben, vous voyez que la courbe elle monte dès le départ. Et dès qu'on arrête à 18 mois le traitement anticoagulant, eh ben, la courbe rejoint la courbe du placebo. Donc on ne fait que retarder l'échéance d'une récidive qui doit avoir lieu. Et ça veut dire quoi? Que ce soit pour TVP ou pour EP, que ce soit pour 6 mois, 1 an, 18 mois ou 24 mois. Les études ont été faites jusqu'à 24 mois, jusque-là pour l'instant. Et donc, en fait, le message est le suivant, c'est qu'au moins 3 mois, on est d'accord. La durée du traitement anticoagulant eh ben, ne fait que retarder la survenue d'une récidive. Le taux d'hémorragie majeure est autour de 2% par an, 2 à 4% par an, dont 5 à 10% quand même sont graves. Le taux de récidive maladie thromboembolique veineuse non provoquée et récidivante, 10 à 20% par an. Et on poursuivra les anticoagulants. Le taux de récidive pour les maladies thromboemboliques veineuses provoquées par un facteur de risque majeur transitoire, 2 à 3% par an, on arrêtera les anticoagulants. Donc jusque-là, on se dit, bon, ben, elle a fini son exposé, c'est bon, on peut s'en aller. Sauf que ben, les choses ne sont pas si simples que ça. L'équation est la suivante, c'est que soit on fait 6 mois, 3 à 6 mois, et je vous avoue que je ne fais jamais 3 mois, 6 à 9 mois, soit on se dit, ben, on va poursuivre, et on va poursuivre en indéfini. On ne va pas faire 1 an, 2 ans, 3 ans. On va poursuivre jusqu'au moment où la balance considérée bénéfice-risque va s'inverser en faveur de l'hémorragie. D'un autre côté, les patients à bas risque, il faut bien les reconnaître. Les patients à haut risque chez lesquels on va poursuivre, il faut bien les reconnaître. Il faut vraiment que cette population soit bien identifiée. Et entre les deux, eh ben vous allez voir qu'entre les deux, c'est là où se situe, on va dire, le maximum de patients. Vous avez sur cette plaque les définitions, et c'est ce qui est vraiment très important, de ce qu'on va appeler un facteur de risque transitoire mineur, un facteur de risque transitoire majeur, un facteur de risque mineur persistant, ainsi de suite. Et ce qui est bien défini dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, est bien évidemment le non provoqué. Et ce qui est bien défini dans ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est uniquement ça. C'est facteur de risque persistant majeur, on poursuit le traitement anticoagulant, on ne discute pas. Facteur de risque transitoire majeur, pardon, l'étoile devrait être en haut, on arrête le traitement anticoagulant et on ne discute pas. Et ça, en clair, ça représente 35% des patients uniquement. 35% des patients chez lesquels, on va dire, la décision est facile. Entre les deux, eh ben, c'est les patients qui posent le plus de problèmes, le plus de patients, et ça représente 65% des patients. C'est les patients qui ont une MTEV, premier épisode non provoqué, facteur de risque persistant mais mineur, facteur de risque transitoire mineur, et ces patients, ils récidivent dans 5 à 10% des cas par an. Est-ce que je suis prêt à accepter ce risque? Alors, je vais vous passer rapidement pour vous convaincre finalement que ces patients, eh bien, ils sont à haut risque thrombotique. Vous voyez, les non provoqués, c'est 10 à 15, 20% par an. Les facteurs de risque majeurs non persistants, moins de 3%, donc on arrête. Et entre les deux, provoqués par un facteur de risque mineur, eh ben, c'est 5 à 10% par an. Donc, c'est une réalité, c'est un vrai risque.
dernière autre information importante à connaître, c'est que, bien sûr, quand on a une femme qui est exposée aux œstroprogestatifs et qui fait une thrombose, ben, le taux de récidive, quand on arrête l'œstrogène, il est quasi nul. Donc ça, c'est des patientes, on ne discute même pas. Les femmes sans œstrogène, eh ben, c'est quand même 5% par an. Par contre, avec, je veux dire, non provoqué. Par contre, les hommes, c'est 2 fois plus. Et ça, c'est une donnée qu'on a appris à connaître de plus en plus, qui est que eh bien, les hommes récidivent 2 fois plus que les femmes, sans rapport avec les œstrogènes. Et sans qu'on sache vraiment pourquoi, je pense que ça a été beaucoup étudié, même s'il y a des études qui reviennent sur cette notion-là, mais pratiquement toutes les études montrent que sur 5-10 ans, eh bien, le taux de récidive chez l'homme est 2 fois plus important que chez la femme. On a beaucoup utilisé les dédimères et on a eu cette dédimérite ces 2 dernières années qui nous a fait chauffer le téléphone, on va dire. Est-ce que les dédimères pourraient être intéressants dans ce contexte-là? Et en fait, on a fait dosage des dédimères au moment de l'arrêt de l'anticoagulant. S'ils sont positifs et s'ils sont négatifs, qu'est-ce qui se passe? S'ils sont positifs, le taux de récidive est de 9%. S'ils sont négatifs, eh bien, le taux de récidive, c'est 3,5%. Là aussi, c'est facile. On n'a qu'à faire ça. D'accord? Mais en fait, quand on analyse de manière un petit peu plus détaillée, c'est l'étude qu'a fait Palaretti, je crois, les Italiens ont beaucoup travaillé là-dessus, eh ben, ce qu'on voit, c'est que effectivement, les patients chez lesquels le taux de dédimère était élevé et chez lesquels on a arrêté les anticoagulants, 15% de récidive en 1 an. C'est beaucoup, beaucoup trop. Chez les patients chez lesquels les dédimères étaient négatifs, c'est quand même 5% de récidive par an. Donc, ça ne nous protège pas complètement, 5 à 8% à peu près. Mais ça ne nous informe que sur des choses qu'on savait déjà. Parce que les patients qui avaient des dédimères positifs, c'était plus des hommes, plus des sujets âgés et plus des maladies thromboemboliques non provoquées. Donc, ce sont des patients chez lesquels on savait déjà qu'il y avait des facteurs de risque de récidive et les dédimères n'apportent pas un élément supplémentaire dans la décision thérapeutique. Et chez les autres, ben, chez des patients qui ont des thromboses provoquées plutôt par des facteurs de risque mineurs ou des sujets plus jeunes. Donc les dédimères n'apportent pas grand-chose, on va dire, dans ce cadre-là. Et ça a été renforcé par cette étude qui a été publiée en 2019, qui, vous voyez, on poursuit les AVK chez les patients qui ont un taux de dédimère positif, et on a un taux d'hémorragie qu'on retrouve 1,5 par an. Arrêt des AVK chez les patients qui ont des dédimères négatifs, mais vous voyez que le taux de récidive à 5 ans, c'est 20%. Donc ça ne nous protège pas de savoir que dédimères négatifs, eh ben, on est tranquille, on arrête les anticoagulants. Ce n'est pas bon du tout. Et surtout, ça nous rappelle que eh ben, les hommes, ça récidive 2 fois plus que les femmes, même si les dédimères sont négatifs. Et tout ça, ça nous amène à faire une croix sur quelque chose qui revient beaucoup, qui a fait beaucoup couler d'encre sur les scores de prédiction de récidive. Vous avez les 3 principaux scores de prédiction de récidive. C'est le RDO2 qui a été validé, on va dire, parce qu'il a montré que ça marchait pas trop mal. Mais quand on les utilise, eh ben, ça ne permet d'éliminer que 15% des sujets chez lesquels qu'on anticoagulerait. Donc, ce n'est pas assez spécifique. Donc, on n'utilise pas. On avance. Donc, on va chercher autre chose. Est-ce que le phénotype de la maladie thromboembolique veineuse joue? Oui, il joue. Quand vous avez thrombosé en TVP, vous rethrombosez en TVP. Quand vous avez thrombosé en EP, vous rethrombosez en embolie pulmonaire. Donc, le phénotype de l'épisode initial, c'est le même phénotype que la récidive. Autant quelqu'un qui a thrombosé en TVP, ben on peut potentiellement, entre guillemets, accepter qu'il rethrombose en TVP. Autant quelqu'un qui a thrombosé en EP, ben je ne suis pas sûre qu'on va accepter qu'il refasse l'EP. Surtout si c'était une EP proximale et une EP potentiellement grave. Et on a regardé la létalité de la récidive. Et bien, la létalité de la récidive dans la TVP non provoquée, elle pourrait être acceptable. Par contre, la létalité en embolie pulmonaire, elle ne sera pas acceptable. Donc, si on se résume un petit peu sur ce schéma, vous avez en rouge le risque de décès par hémorragie majeure, le risque de décès par TVP non provoquée récidivante, ça croise le risque hémorragique, donc c'est peut-être pas sûr qu'avec les AVK, on continue le traitement anticoagulant. Par contre, l'EP,
la létalité de l'EP reste au-dessus de la létalité du saignement. Donc, on aura probablement tendance, même si les recommandations ne le disent pas, à prolonger le traitement anticoagulant. Et ça donne à peu près ça. Maladie thromboembolique veineuse non provoquée récidivante, antiphospholipides et cancer. Alors, je ne vous l'ai pas dit au début, on ne va pas du tout parler de l'antiphospholipide et du cancer parce que ça nécessite vraiment un topo à part. Donc, chez ces patients, le traitement va être poursuivi, non limité, et on verra quel type de traitement. Chez les autres, on arrête 3 à 6 mois de traitement, provoqué par un facteur de risque majeur transitoire, et chez les autres, on ne savait pas trop quoi faire, en sachant que la tendance est de prolonger le traitement anticoagulant, d'autant que le sujet est un homme, embolie pulmonaire proximale, et un antécédent familial, même si ça ne revient pas beaucoup dans les recommandations, on pourra en rediscuter. Et la gageuse, c'est de dire, est-ce qu'avec d'autres méthodes, on peut avancer un peu et on peut proposer une anticoagulation moins dangereuse que les AVK sans perdre le bénéfice de baisser le risque de récidive. On va passer sur les AVK et sur l'aspirine très rapidement pour vous dire que quand on a essayé de faire baisser le niveau de l'INR chez ces patients, en faisant un INR entre 1,5 et 2, en poursuivant le traitement anticoagulant, ça ne marche pas, ça fait saigner même un petit peu plus et ça ne protège pas particulièrement. Donc, cette option est à, on va dire, bannir. Aspirine, 2 grandes études ont été faites, de New England, je crois, de New England, et on a montré dans ces études qu'il y avait une certaine protection contre la maladie thromboembolique veineuse en utilisant l'aspirine à dose antiagrégante plaquettaire, mais avec un surrisque hémorragique. Et surtout que la baisse du risque de récidive n'était pas équivalente à la baisse du risque de récidive qu'on a avec les AVK, avec un même risque hémorragique. Donc, tant qu'à faire, si on doit donner un traitement à quelqu'un parce qu'on pense qu'il est à haut risque de récidive, en acceptant son risque hémorragique, eh bien, on ne mettra pas l'aspirine, on mettra AVK ou autre chose. C'est quoi cette autre chose? Eh bien, c'est les AOD. Les AOD, surtout aujourd'hui, avec la possibilité de donner un AOD à dose full, entière, ou à dose partagée en deux, à demi-dose. Voilà les études qui ont été faites avec les AOD. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que dans ces études, les AOD, comparés à un placebo ou comparés à l'aspirine, faisaient baisser de 80% le risque de récidive. Donc, on ne perd pas en efficacité avec ces molécules en étendant le traitement anticoagulant et on a globalement 2 à 3 fois moins de saignements qu'avec les AVK. Je ne vous ai pas parlé de toutes les études proprement, je ne vais pas vous en parler, mais sachez que dans une étude, notamment le Einstein Extension, on va comparer Riva 20 mg au placebo et ça ne va pas répondre à la demi-dose. Donc on ne va pas beaucoup parler de cette étude, sinon que le risque hémorragique dans cette étude était acceptable avec Riva full dose. Vous le voyez ici, cette diapositive, juste pour vous dire que ces études, elles ont été faites un petit peu à l'instinct, de manière instinctive, ce qu'on appelle équipoise. C'est-à-dire, on a laissé le médecin décider ce qu'il poursuivait ou pas, sur pas beaucoup de critères finalement. Et vous voyez qu'il a dit, bon, 50-50, ce qu'on appelle équipoise, 50-50, j'arrête ou je poursuis. Et bien, vous voyez que finalement, la poursuite, c'est essentiellement chez les MTEV non provoqués, avec un facteur de risque persistant mineur et peu avec un facteur transitoire mineur. 90% des patients, c'était vraiment des patients pour lesquels on se pose vraiment des questions au moment de l'arrêt du traitement. Alors, quand on regarde de manière un petit peu globale, le risque relatif de récidive avec aspirine est au-dessus des autres anticoagulants. Et le risque des AVK, AOD, ça marche bien, ça fait bien baisser le risque de récidive. Le risque hémorragique est peu acceptable avec les AVK et pourrait être acceptable avec les AOD. On va voir ça. Ça, c'est pour les AOD full dose. Qu'en est-il pour les AOD demi-dose? Avant d'avancer sur les AOD demi-dose, je voudrais partager cette méta-analyse avec vous, qui est une très belle méta-analyse, qui a été faite par nos collègues français, ce qu'on appelle les méta-analyses ancillaires, mais c'est vraiment une très très belle méta-analyse. On a comparé les populations chez lesquelles on a continué AVK au long cours, populations chez lesquelles on a mis AOD au long cours, full dose ou demi-dose.
vous allez voir que le message de cette étude est extraordinaire parce qu'on a réussi, avec la puissance de cette méta-analyse, à démontrer qu'en gardant un AOD au long cours, après 6 mois d'anticoagulants, on baissait de moitié sur une durée de suivi de 5 à 10 ans, on baissait de moitié la mortalité globale et la mortalité en rapport avec la maladie thromboembolique veineuse versus AVK. Et ça, c'est vraiment la réponse à laquelle, si on doit poursuivre un anticoagulant, ce ne sera certainement pas un AVK. Certainement pas un AVK, et on le voit ici, on le voit aussi sur le risque hémorragique qui est nettement plus bas dans les études avec AOD qu'avec les études avec AVK, et ça a donné ce schéma-là qui est très intéressant, qui est pour traiter 1000 patients, et ben voilà ce qu'on économise, et moi ce qui m'a le plus impressionné, c'était 3 saignements majeurs versus 14 saignements majeurs en gardant les AVK. Donc si on doit bannir les AVK dans la poursuite du traitement anticoagulant, ben c'est bien clair aujourd'hui. Alors, AOD demi-dose. Les 2 études qu'on va mettre en parallèle, ce sont l'étude Amplify Extension avec apixaban, Einstein-Chose avec rivaroxaban, en sachant que les études sont designées pour comparer les 2 doses au placebo et elles n'ont en aucun cas la puissance de comparer les 2 doses entre elles. Donc tout ce que je vais vous dire en comparatif, en direct pour ces 2 études n'est pas valable parce que les études n'ont pas été designées pour, mais on va avoir des méta-analyses qui vont nous donner un certain nombre de réponses parce qu'on a monté, on va dire, la puissance de ces 2 études. Alors la première réponse est que, bien évidemment, quand on met un anticoagulant versus placebo ou aspirine dans l'étude de Einstein-Chose, c'est mieux, d'accord? Donc ça, je veux dire, c'est de la palissade. Ce qu'on voulait regarder, c'est surtout le saignement. Et vous le voyez, en termes de récidive, les anticoagulants font mieux que le placebo. Merci, au revoir. En termes d'hémorragie, c'est pas mal. En termes d'hémorragie, on a l'impression qu'en hémorragie majeure, mais surtout en hémorragie cliniquement significative, en hémorragie mineure, les AOD, pour les 2 doses, font mieux que, bien sûr, placebo, font mieux que aspirine. La tendance est que peut-être il y a un petit mieux vis-à-vis de la full dose, de la demi-dose versus la full dose dans ces études. C'est une tendance, ce n'est pas significatif et encore une fois, ce n'était pas designé pour. Alors pour être un petit peu plus précis sur les chiffres, vous avez ce tableau qui va vous montrer qu'en termes de récidive, c'est équivalent, que vous mettez full dose ou half dose, et on serait content de gagner sur l'hémorragie. Il y a une tendance, comme je vous le disais tout à l'heure, sur l'hémorragie, qu'on a l'impression, peut-être et encore, qu'il y a une tendance à ce qu'il y ait moins d'hémorragie avec la full dose. C'est une étude qui a duré 24 mois et donc qui n'est pas assez puissante pour qu'on puisse conclure. Est-ce que les méta-analyses vont nous aider? Cette méta-analyse a mis uniquement ces 2 études en pool, on va dire, que les anti-10. Elle va montrer qu'en termes de récidive, full dose ou half dose, c'est pareil. Est-ce qu'on gagne sur l'hémorragie? Cette tendance se confirme, vous le voyez, on est plutôt vers la gauche du plot de 1 et on a l'impression que même si c'est non significatif et que ça coupe le 1, ça fait mieux en saignement. Et donc, globalement, si on revient à notre schéma de tout à l'heure, vous voyez que les courbes qu'on a avec les AOD sont inférieures à la courbe rouge qu'on avait avec les AVK et si on doit mettre un anticoagulant au long cours chez un patient chez lequel on pense qu'il faut poursuivre l'anticoagulation, ça va clairement être d'abord un AOD à full dose ou un AOD à demi-dose. Probablement aujourd'hui, on est plus sûr de la demi-dose puisque ce qu'on cherche, c'est la récidive, et ça fait pareil à la récidive, et qui a cette tendance hémorragique meilleure, et donc on aura plus tendance à aller vers ça. Et les recommandations vont dans ce sens, que ce soit les recommandations de l'ESC pour embolie pulmonaire. Vous voyez que si on décide de poursuivre un traitement anticoagulant, ce sera un AOD à demi-dose, et c'est les mêmes recommandations plus ou moins qui ont été reprises par le CHEST en 2021, c'est les fameuses recommandations du CHEST qui sont reprises tous les 4 à 5 ans, qui va dire que chez les patients chez lesquels nous décidons de maintenir le traitement anticoagulant, chez lesquels l'extension du traitement anticoagulant est décidée, c'est plus
un AOD à half dose qu'un AOD à full dose, et bien évidemment qu'un AVK, on n'en parle même plus. Le niveau de preuve pour le SC, c'est 2A. C'est pas mal, avec le niveau A. Donc ça veut dire que c'est franchement assez fort comme recommandation. Ma dernière slide, Monsieur le Président, et j'espère vous avoir plutôt simplifié que compliqué la décision dans votre tête. Maladie thromboembolique veineuse non provoquée récidivante, clairement, eh ben, ils ont les anticoagulants, et plutôt les anticoagulants à dose pleine. Thrombophilie majeure, et vous voyez qu'on n'a pas du tout parlé de thrombophilie jusque-là. Et ça ne rentre pas dans la prise de décision, s'il vous plaît, sauf pour l'antithrombie. L'antithrombine, c'est vraiment des familles particulières, hein, c'est des sujets jeunes, familles particulières. Antiphospholipides, cancer, non limité, et encore, il y a beaucoup d'études en ce moment qui vont nous dire est-ce qu'on garde AOD, demi-dose ou pas, de très belles études qui sont en cours aujourd'hui. Et le traitement anticoagulant, dans ce cas-là, c'est AVK pour antiphospholipides, clairement. Pour les hypertensions pulmonaires post-emboliques, là aussi c'est une vraie indication à poursuivre les anticoagulants, et plutôt AVK. Pour les autres, AOD plutôt full dose, d'accord? Parce que le risque de récidive est suffisamment important pour qu'on ne cherche pas à baisser la dose de l'anticoagulant. Premier épisode provoqué par un facteur de risque majeur transitoire, 3-6 mois, vous arrêtez. Vous ne faites ni les dédimères, ni quoi que ce soit, vous arrêtez, d'accord? Encore que vous allez me poser la question, mais si c'était une embolie pulmonaire massive, madame, qu'est-ce qu'on fait là? Je vous répondrai peut-être. Pour les autres, qui représentent encore une fois les 2/3 des patients, maladie thromboembolique veineuse, premier épisode non provoqué, facteur de risque mineur persistant, facteur de risque mineur transitoire entre guillemets ou pas, et homme, EP proximal, antécédent familial, et bien ces patients ils vont garder le traitement anticoagulant. Le traitement anticoagulant par AOD, pas du tout par AVK, et plutôt par AOD full dose plutôt par AOD demi-dose que par AOD full dose. Dernier message, c'est que quand on va décider, eh bien, il est clair qu'il ne faut pas oublier le choix du patient, la décision du patient. Vous ne pouvez pas faire ça tout seul. Vous pouvez donner un certain nombre d'éléments au patient et lui demander ce qu'il veut ou il ne veut pas arrêter son traitement anticoagulant. Je vous remercie. Merci beaucoup Zoubida. Magnifique topo avec une dernière diapositive qui synthétise pratiquement tout. Les patients, les critères des patients qui sont à haut risque de récidiver et comment les prendre en charge au long cours. Bravo. Voilà, donc je pense qu'on a le droit à quelques questions courtes et des réponses courtes. Maladie thromboembolique et cancer, votre conduite et durée du traitement. Je sais que ça mérite une demi-journée. Oui, franchement, ça mérite qu'on en fasse une présentation à part parce que ça dépend du type du cancer, ça dépend du pronostic du cancer, ça dépend du pronostic général du patient, de l'état général du patient, ça dépend du phénotype de la thrombose, ça dépend est-ce que le cancer est traité ou pas traité, est-ce qu'il est en rémission ou il n'est pas en rémission, qu'est-ce qu'on appelle un cancer en rémission ou pas en rémission. Donc franchement, c'est trop important pour que je puisse répondre poursuivre ou pas poursuivre, avec, allez, quand même, une tendance à poursuivre le traitement anticoagulant plus qu'à l'arrêter. Le patient âgé alité. Alors, le patient âgé alité, on le classe où en termes de facteurs de risque, si je comprends bien la question? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le début de l'alitement est un facteur de risque. Donc, on anticoagule, mais en préventif. Hein, on est en prophylactique, là. On anticoagule le début de l'alitement, et puis dès qu'on a passé les 10-15 jours, si le patient n'a pas de comorbidité aiguë particulière, ben on arrête le traitement préventif. S'il thrombose et qu'il reste alité, qu'on a fait 6 mois d'anticoagulant, est-ce qu'on poursuit ou on ne poursuit pas? Eh ben, en général, on considère que l'alitement per se, en soi, n'est pas un facteur de risque proprement parlé, notamment l'alitement prolongé. Et donc, s'il a thrombosé, c'est qu'il avait une raison de thromboser supplémentaire. Et si on a traité la raison supplémentaire, eh bien, on fait 6 mois de traitement. Les actualités des AOD dans le déficit en protéine C, S, antithrombine 3. On donne des anticoagulants chez ces patients. Les AOD, on peut les donner, ça ne pose pas de problème. Au long cours? Au long cours. Au long cours. En long cours, quand on a un phénotype
personnelle et familiale, surtout, de thrombose récidivante. Alors, de temps en temps, on tombe sur des... Pardon? Alors, full dose. Si on considère que c'est des patients à haut risque, c'est un full dose. pour les patients, de temps en temps, on tombe sur des mutations du facteur 5 Leiden. Qu'est-ce qu'on en fait? Si c'est une mutation isolée, hétérozygote, j'entends bien, eh ben on ne la prend pas en considération. On ne la regarde même pas. Par contre, si c'est une phlébite récidivante, eh ben, uniquement par le fait qu'elle soit récidivante, eh ben, on va anticoaguler le patient, sans regarder, là encore, le facteur 5 ou pas le facteur 5. Facteur 5, ça nous fait du bien, c'est contraphobique parce que nous, ça nous permet de comprendre. Mais à partir du moment où il a récidivé, facteur 5, facteur 2 ou ce que vous voulez, il va avoir les anticoagulants au long cours. L'autre élément qui peut vous aider également, c'est que si un facteur 5, le même hétérozygote dans la famille, et qu'il y a un phénotype thrombosant dans la famille, j'aurais plutôt tendance à poursuivre le traitement anticoagulant chez ces patients. C'était extrêmement... AOD. Peut-être pas full dose chez ces patients. Le facteur 5, c'est pas un fort facteur de risque. C'était super passionnant. Merci beaucoup. Merci.